Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 21 avril 2026 et nous sommes heureux de vous servir votre matinale Bonjour le Bénin. Vous le savez, le premier acte qui signe l'entrée de cette émission, c'est l'information. Ce matin, Victorine Bondé se fera le plaisir de vous présenter le bulletin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Démarrons par cette réalité. Nous sommes en pleine saison des mangues. Elles sont belles, juteuses et attirent toutes les envies. Mais attention, les excès peuvent nuire. Que faut-il savoir et quelles sont les bonnes attitudes à adopter pour en profiter sans risque? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage de Christelle Tongodo et Filiano Gbagblenu. Sucrée, juteuse, irrésistible, la mangue fait son grand comeback. Mais derrière ce plaisir de saison se cache une question. En consomme-t-on sans modération ou avec précaution? Les mangues, en tout cas, j'en raffole. Ça fait que quand il y en a, je prends à satiété. Quand j'étais au nord, bon, je ne peux pas calculer le nombre de fois que j'en prends. Mais ici, bon, toutes les fois que j'ai l'occasion, j'en prends. Comme c'est la saison des mangues, j'en mange environ 3 par jour. Mais d'habitude, j'ai tendance à en abuser. Pour ma part, je préfère éviter d'en consommer car elles contiennent souvent des vers et me provoquent des maux de ventre. Bon, pour les jeunes enfants, il n'y a pas forcément une fréquence parce que ce sont des personnes qui ont besoin assez de glucides. Et puisque la mangue contient des glucides, ça aide beaucoup avec les vitamines. Mais quand on a 35 ans et plus, moi j'ai l'habitude de dire de ne pas dépasser 100 grammes. Sur les étals comme dans les marchés, ce fruit emblématique séduit par son goût et ses bienfaits. La mangue regorge de beaucoup de vitamines qui permettent de renforcer le système immunitaire. C'est très gorgé de vitamine A, vitamine C pour renforcer davantage l'immunité. Mais au-delà aussi, nous avons la vitamine E. Tout ce complexe vitaminé permet à la mangue d'être quand même un fruit, moi, en tant que nutritionniste, j'appelle ça un fruit même thérapeutique. Mais au-delà, on a aussi les fibres qu'on peut retrouver au niveau de la mangue qui peuvent faciliter la digestion pour certaines personnes. Mais attention, mal lavée ou consommée dans de mauvaises conditions d'hygiène, la mangue peut exposer à de graves maladies. La typhoïde, mais je vais parler des salmonelloses au fait, qui sont quand même des infections bactériennes digestives qui peuvent agir et apporter des problèmes pour la santé de la population. Au-delà de ça, on a les maladies diarrhéiques. Nous avons aussi les maladies telles que l'amibiase et tout. Avant de consommer, il est essentiel de bien laver le fruit, utiliser des ustensiles propres et éviter les mangues déjà découpées à l'air libre. Parlons à présent de l'invasion des algues. C'est un phénomène récurrent depuis une dizaine d'années. Ce sont des organismes aquatiques que l'on observe fréquemment sur nos plages, le plus souvent de couleur brune. On les retrouve en général dans les îles Caraïbes et leur milieu de prédilection est l'océan Atlantique. Elles ont des conséquences sur la santé. Jules Akouekou et Amandine Aniambossou ont fait le constat. Suivez. À la surface de l'océan, elles dérivent au gré des courants. Les sargasses, ces algues brunes, accomplissent tout le cycle de vie en pleine mer. Mais depuis quelques jours, un phénomène inquiète. Les plages sont envahies. En s'échouant massivement, elles forment d'épaisses couches le long du littoral et transforment le paysage côtier. Je suis venu ici ce matin, j'ai trouvé les choses au bord de la mer. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, j'ai posé la question aux agents d'entretien, ils m'ont dit que ce sont des plantes qui sont au-dessous de la mer. Ça m'a étonné. Bon, ça a rendu la plage tellement sale. Un mois, 2 mois, 2 mois et demi. Nous balayons ces algues depuis 1 mois. Encore 2 mois et il y aura du répit. Ça dégrade l'esthétique de la plage. Nous balayons surtout pour assainir les lieux et protéger les tortues marines. Elles étouffent la faune marine et demandent des efforts considérables pour être ramassées. Plusieurs facteurs se combinent pour expliquer cette invasion. La pollution, par exemple, peut les détruire. Nous avons également les changements climatiques. Les changements climatiques aujourd'hui qui impactent
plus ces algues et qui finalement, dès qu'elles meurent, deviennent maintenant au merci des vagues qui les amènent sur les plages. Que ça se dépose sur la plage, vous voyez déjà l'aspect que ça donne. Ça impacte déjà le tourisme parce que ça dérange les gens quand ils viennent à la plage. Donc c'est ça. Sinon, à l'étape naturelle, les algues ne sont pas nuisibles. Mais dans leur décomposition, comme je l'ai dit, ça peut déjà émettre des éléments chimiques qui sont nauséabonds. Comme vous le voyez, il y a quand même des ONG qui sont recrutées pour ça, pour nettoyer à chaque fois où ces algues se déversent. Oui. C'est un phénomène en fait qui commence à partir du mois d'avril et jusqu'à la fin de l'année, vous allez les voir. Vers le mois de juillet, ça va s'accentuer un peu et puis après ça va disparaître progressivement jusqu'à la fin de l'année. Pourtant, en haute mer, ces algues jouent un rôle essentiel. Mieux, elles représentent aussi une ressource à valoriser. Plein d'espèces comme les poissons, les tortues se nourrissent des algues. Donc quand elles flottent, ces espèces vont les chercher, vont les manger. Donc ça c'est toujours dans la chaîne alimentaire des espèces marines, qui est une espèce quand même qu'on utilise dans les cosmétiques dans certains pays déjà voir comment pouvoir les incorporer dans la fabrication des aliments locaux, des provandes pour élever des animaux comme le poisson et autres. Des recherches sont en cours pour mieux prédire leur arrivée, mieux les collecter en mer et même les valoriser. Et dans un autre registre, la mairie de Cotonou annonce une vaste opération de libération des espaces publics. En ligne de mire, les véhicules abandonnés sur les trottoirs et les garages installés de manière illégale. Les propriétaires disposent d'un délai de 3 mois pour se conformer aux décisions municipales avant le début des sanctions. Que pensent les populations de cette mesure? Élément de réponse avec Karamat Agbataou et Évariste Zomaon. Il s'agit d'une mesure d'ordre, de sécurité, de salubrité et de protection de domaines publics. À travers une note en date du 13 avril 2026, le maire de Cotonou annonce une opération imminente de libération des espaces publics encombrés par des véhicules hors d'usage qui jonchent trottoirs et abordent des routes. Un peu de temps, ça commence par se gâter. On voit les voitures qui se gâtent sur la voie et la circulation, ça bloque la circulation. Les véhicules garés sur les trottoirs, ça empêche la circulation. Ça va créer un bouchon et ce n'est pas intéressant. Il est normal que ceux dont les véhicules sont en panne viennent libérer les axes. La mesure concerne également les garages de rue installés de façon anarchique, certes dans une dynamique d'économie informelle, créatrice de revenus, mais qui pose néanmoins un véritable problème de mobilité. Les mécaniciens qui prennent le charge là pour leur dire qu'ils vont réparer ça et des fois si leur capacité ne suffit pas de le faire, ils laissent ça. On a vu les voitures engalées au bord des voies là. Ça nous donne aussi un peu de choc. Ça garde l'environnement. Un délai de 3 mois est accordé aux propriétaires des véhicules concernés pour se conformer à la décision municipale. Passé ce délai, les autorités procéderont à l'enlèvement et à la mise en fourrière des véhicules abandonnés. Les garages installés illégalement sur le domaine public seront fermés et les véhicules récupérés pourront être vendus aux enchères. Allons à présent à la découverte d'une exposition dénommée Equilibrium Wind, le vent d'équilibre. C'est un espace où l'économie d'un pays est racontée par l'art. L'artiste Thierry Oussou propose une immersion au cœur de la filière coton, pilier de l'économie béninoise. Une approche originale où création artistique et réalité économique se rencontrent. C'est un reportage de Macléode Adam Sodé et Ulvaeus Balogun. Des fibres de coton installées dans des bacs. Des photographies qui retracent la chaîne de production, de la peinture sur toile et une vidéo en fond sonore. Au cœur de cette installation, l'or blanc. Plus connu comme une matière première stratégique, le coton est ici transformé en langage artistique. L'auteur,
Thierry Oussou. De la culture dans les champs à l'industrialisation, l'artiste retrace toute une chaîne de valeurs. Une façon de rendre visible un secteur souvent réduit à des chiffres, mais qui repose avant tout sur des hommes et des femmes. Il s'agit de l'exposition Equilibrium Wind, le vent d'équilibre. C'est une exposition d'art conceptuel autour du coton, mais surtout autour de l'homme. Le concept qui est présenté parle de tout le récit que porte la matière, le coton, à savoir la mémoire à travers la traite négrière, mais aussi des leviers de développement socio-économique, les conditions de travail des cotoculteurs, à l'industrialisation. L'exposition se distingue par une démarche multimédium, multispatiale et multitemporelle. Une démarche artistique qui permet aux visiteurs d'être un témoin de la chaîne de transformation de cette matière brute. L'objectif, c'est d'amener les gens à toucher le coton. Il y a des gens qui n'ont jamais touché le coton. Et au-delà, on a de la peinture qui est inspirée des usines. On a de la photographie pour montrer ce que la peinture ne peut pas montrer et pour montrer aussi ce que l'installation ne peut pas montrer. Il y a aussi la toile appliquée, appropriée à ma manière. C'est-à-dire, je suis parti du drapeau de la période révolutionnaire pour transformer l'étoile rouge en fleur de coton associée avec le cercle qui parle de la globalisation et le bleu qui peut parler de l'océan. Entre installation et narration visuelle, l'exposition met surtout en lumière les femmes et les hommes derrière cette filière. Tout ensemble, c'est pour faire un lien avec l'histoire. Aussi avec la vidéo qui documente aussi par les agoudas l'industrialisation du coton industriel et aussi par le phare et les vertus thérapeutiques et spirituelles du coton. Equilibrium Wind n'est donc pas une exposition esthétique. C'est une œuvre engagée à la croisée de l'art contemporain, de l'histoire économique du Bénin et de la réflexion sociale. Parlons culture, direction Covey, où le Guélédé ne vit pas seulement lors des cérémonies, il prend aussi forme dans le bois. Chaque masque est le fruit d'un geste précis et d'une patience minutieuse, ainsi qu'un savoir-faire. Nous vous emmenons dans ce reportage de Santiche Quincon et Igor Ayosso à la découverte des lois, un sculpteur et gardien de cette mémoire culturelle. Suivez. Un héritage vivant. Un patrimoine culturel profondément enraciné. Le masque Guélédé représente au Bénin une déité à laquelle on voue un culte à travers des manifestations faites de chants et danses. À Covey, terre de mythes et de cultes, des sculpteurs initiés taillent ces masques. C'est le cas des lois. Entre les mains du septuagénaire, le bois devient depuis plusieurs années une mémoire, une identité et même une spiritualité. J'aime tellement la danse Guélédé. Si les gens sont en train de faire la manifestation, quand j'irai voir les scènes là, au retour à la maison, moi je cherche les bois moins durs pour tailler les choses que j'ai vues là-bas en lame. Donc, c'est peu à peu comme ça là que je suis devenu sculpteur. On travaille avec les bois très légers quoi, pour pouvoir porter sur la tête. Ça fait déjà 3 jours. Ça fait déjà 3 jours. Que je suis en train de faire ça. Ça va vous prendre combien de temps pour avoir un produit fini? Au moins 2 semaines. Autour de lui, les gestes sont sûrs, presque instinctifs. Éluard façonne avec minutie ses masques. Un savoir-faire qui prend du temps, mais qu'il transmet déjà à la jeune génération. Aujourd'hui, mes enfants et petits-enfants ont pris la main et cela va perdurer. Dans mes œuvres, je fais ressortir la richesse de Covey. Ça là, c'est moi-même qui a passé la peinture. Je fais la structure et après, je fais aussi les couleurs. Les peintures là, c'est naturel. C'est naturel. Mais derrière la beauté des formes sculptées se cache aussi un combat. Celui de préserver un art face aux défis du modernisme
et de la rareté du bois. Il n'y a pas de forêt, ça se disparaît. Donc pour avoir des masses et des bois maintenant, on va très loin. On se débrouille pour trouver le bois. Ce qui nous favorise un peu maintenant, c'est, je vous ai parlé de bois Mélina. Ça là, les gens sont en train de planter ça partout maintenant. Jusqu'à avoir la profondeur qu'on veut. À Kové, le Guélédé n'est pas qu'un héritage, c'est une mémoire vivante. Et dans chaque masque sculpté par Éloi, il y a un souffle, une présence, comme si le bois refusait de mourir pour continuer à raconter qui nous sommes. Le sport s'invite à présent dans ce bulletin, direction la plage de Fijrosset, où les Amazones et les guépards du Bénin se préparent pour un rendez-vous historique. Entre intensité et cohésion, les deux sélections peaufinent les derniers réglages avant de s'envoler pour Lomé, théâtre de la première Coupe d'Afrique des Nations de beach handball. Reportage Blaise Adampo. Sur cette surface instable, chaque appui se travaille, chaque geste se répète. Les guépards misent sur puissance et explosivité. En face, les Amazones enchaînent vitesse et précision. Le spectacle est déjà là, mais l'exigence aussi. Pour ce dernier regroupement, le staff met l'accent sur la cohésion, la condition physique et la lecture du jeu. Au cours de la première phase, on a fait la préparation physique, beach handball, les techniques individuelles, les tactiques en défense et en attaque. On est venu pour cette phase maintenant. On est dans la phase de l'amélioration. On est en train d'améliorer nos qualités physiques, d'une part, améliorer les techniques individuelles et collectives, d'autre part, les stratégies en attaque et en défense. Le groupe est motivé, les entraînements se passent très bien. On est en train d'apprendre en fait, on est en train d'apprendre. Beaucoup sont en train de découvrir la chose. Sur le sable de Fijrosset, les automatismes se créent et la confiance grandit. L'enjeu est de taille. La toute première Coupe d'Afrique des Nations de beach handball. Direction Lomé du 24 au 27 avril pour écrire une nouvelle page du sport béninois. L'objectif, comme d'habitude, c'est de faire un très bon parcours. Mais pour ne pas cacher les choses, on vise une place qualificative pour le mondial qui aura lieu en Croatie. Donc, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour y arriver. Départ prévu pour la délégation béninoise ce mercredi 22 avril. Entre sable chaud et ambition brûlante, le Bénin va embarquer avec 27 athlètes prêts à marquer leur territoire à Lomé. Et ce bulletin d'information se referme ici. Merci d'être resté des nôtres. Ne décrochez surtout pas car Bonjour le Bénin se poursuit. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Bonne journée à vous également, Victorine Bondé. Et à bientôt. Merci. Allez, mesdames, messieurs, comme l'a dit Victorine Bondé, cette émission se poursuit et nous allons enclencher directement sur Instant Politique en recevant notre premier invité. La politique mise en œuvre par le président Patrice Talon depuis 2016 n'est pas passée inaperçue ni pour les Béninois, mais aussi et surtout pour des Africains dans d'autres pays qui observent ce qui se passe ici au Bénin. Cela a suscité l'analyse, la curiosité et la réflexion de la part de celui que je reçois ce matin. Adrien Poussou est son nom, c'est un ancien membre du gouvernement centrafricain qui a décidé d'écrire un livre, le livre Merci. Monsieur Poussou, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Tout va bien, surtout que je profite de ce beau pays-là. Qu'est-ce que le pays vous a inspiré? Écoutez, c'est la rigueur, voyez-vous, la rigueur et la joie de vivre de ses habitants. Ce pays-là se porte bien. Il suffit de circuler dans les rues de Cotonou pour savoir que le Bénin est en bonne santé. Vous qui êtes centrafricain et pas n'importe lequel, puisque vous avez été dans l'exécutif de votre pays,
Qu'est-ce qui a suscité votre curiosité à vous intéresser au Bénin au point d'écrire un livre sur la gouvernance d'une décennie de Patrice Talon? Écoutez, j'aime bien quand vous dites que c'est un livre qui a été écrit sur la gouvernance du président Patrice Talon, parce que j'entends des critiques, on me reproche d'avoir écrit une hagiographie, un livre de propagande. Mais ce n'est surtout pas un livre de propagande, ce livre-là. Et justement, puisque le président Talon n'aime pas le culte de personnalité, j'aurais commis une sorte d'impair si j'avais écrit un livre dithyrambique. Ce livre est consacré à une méthode, la rigueur qui a été celle du président Talon et de son équipe durant les 10 dernières années. Le Bénin, et vous remarquerez que je dis le Bénin, je ne dis pas le président Talon, le Bénin a montré que la rigueur peut permettre à un pays de se hisser. Et cette rigueur-là démontre aussi qu'il suffit d'avoir une vision claire des défis d'un pays pour corriger ce qui ne va pas et rectifier ce qui ne va pas et pousser le pays à aller de l'avant. Vous dites que vous n'avez pas écrit un livre à connotation propagandiste. Absolument. Mais comment peut-on comprendre que vous dites d'emblée merci, éloge de la gouvernance vertueuse qui a transformé le visage du Bénin? Éloge et gouvernance vertueuse, vous croyez que c'est loin de la propagande? C'en est très loin, parce que ce merci-là est une prière. Tous les jours, vous remerciez le bon Dieu de vous avoir accordé le souffle de vie. Donc, l'Afrique, de façon générale, a tendance à souffrir souvent de son refus d'accepter les réussites de ses enfants. Donc, voilà des enfants africains, le président Talon, son équipe, qui ont bien travaillé pour leur pays et qui méritent qu'on leur dise merci. Aussi simple que cela. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans la gouvernance vertueuse? C'est la gestion à bon escient des ressources d'un pays. C'est la gestion, je l'ai dit, rigoureuse du pays en privilégiant l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. Et puis, en faisant respecter le pays du dedans et du dehors. Aujourd'hui, le Bénin est respecté au niveau international. Le Bénin est cité en exemple, y compris par les institutions internationales. C'est un motif de fierté, non pas que pour les Béninois, mais aussi pour l'ensemble des Africains. Et je suis africain, je suis panafricaniste plus que centrafricain. Notre pays a été construit comme un pays panafricaniste, République centrafricaine. Donc, ce n'est pas exclu à un centrafricain de dire du bien du Bénin ou d'applaudir les autorités béninoises. Alors, quelles sont les profondes mutations qui ont retenu votre attention pour que vous décidiez d'écrire ce livre? Écoutez, si on devait ajouter un isme au patronyme du président Patrice Talon et aussi de son successeur qui a été élu, le talonisme et le wadaïsme à venir, c'est une exigence pour l'état de droit, une vision claire de ce qui doit être fait dans un pays et une croyance inébranlable dans le Bénin émergent. Donc, en gros, le talonisme ou le wadaïsme à venir, si tant est que cela existe, n'est finalement que de l'humanisme, puisque, voyez-vous, dans ce pays, depuis 10 ans, les politiques qui ont été menées ont permis de faire en sorte que, sur le plan social, l'assurance maladie, le programme d'assurance maladie qui a été mis en place permet à 2 millions de personnes de bénéficier d'une couverture maladie universelle. Le niveau d'éducation, la formation des enfants, l'avenir de ce pays, aujourd'hui, les enfants béninois à 95% ont accès à l'éducation. Et puis,
cerise sur le gâteau, ces enfants bénéficient aussi des repas chauds, ce qui leur permet de rester avec le programme des cantines à l'école. Et puis, au niveau de l'électricité, voyez-vous, le Bénin aujourd'hui est électrifié à plus de 65%. C'est un chiffre qui est applaudi, un chiffre, je dirais, presque extraordinaire dans notre Afrique aujourd'hui, où il y a un fort déficit en accès à l'électricité. Donc, ce sont ces programmes-là, aussi bien social, aussi bien économique, infrastructurel, qui m'ont interpellé. Depuis un certain temps, je mène une réflexion sur les dynamiques qui transforment l'Afrique. Voyez-vous, après avoir écrit « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine, l'Afrique face à la France », il était temps de se consacrer à quelque chose qui réussit sur le continent. Et aujourd'hui, en Afrique francophone, le Bénin est un exemple de masterclass de la bonne gouvernance. Quand on regarde un peu la couverture de votre livre, faisons une analyse. On voit deux personnes sur cette couverture-là. On voit un peu en arrière-plan le président Patrice Talon et en premier plan le président élu Romad Ouadani. Si je vous demandais de nous expliquer un peu, de nous décrire un peu l'inspiration derrière le choix de cette couverture, puisque en filigrane, en arrière-plan, justement derrière les deux acteurs, on voit le Bénin. Il y a deux explications. La première, le président élu Romad Ouadani l'a déclaré à vos confrères de Jeune Afrique, si je suis élu, le président Talon s'effacera. Et je ne serai pas un président sous tutelle, je gouvernerai. Il a déclaré librement, absolument. Et puis, j'ai voulu montrer par ces images-là que le Bénin, qui est le Bénin de Patrice Talon, le Bénin de Nicéphore Dieudonné Soglo, le Bénin de Mathieu Kérékou, paix à son âme, laisse la place ou passe la main, passe le flambeau au Bénin qui arrive, le Bénin de Ouadani et autres. Donc, le Bénin qui est passe le flambeau au Bénin qui arrive pour continuer à travailler pour le bien des Béninois. Alors, quand vous dites ça, le Bénin n'est pas isolé dans les nations africaines ou dans les nations du monde. En faisant l'éloge d'une gouvernance vertueuse qui transforme le visage du Bénin, est-ce que quelque part on ne va pas vous reprocher le fait que vous fermiez les yeux quand même sur un certain nombre d'acteurs politiques qui n'ont pas pu s'exprimer ou bien qui ont des devoirs avec la justice, par exemple? Écoutez, ce livre n'a pas mis sous le boisseau les griefs que certains Béninois adressent à leurs autorités. Ce livre dit que, en tout cas je l'ai écrit, il s'agit d'une œuvre humaine, donc perfectible. Ce n'est pas une œuvre divine. Et puis, la vigilance, puisque nos États africains connaissent encore des fragilités. Donc, il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. Un État qui fonctionne est un État fort. Mais un État fort n'est pas forcément un État autoritaire. Voyez-vous? Donc, il faut allier, et le défi, le principal défi, ou l'un des principaux défis de nos États, c'est de parvenir à allier les libertés, notamment individuelles, et la nécessité de tenir l'ordre dans un pays. Voyez-vous, le président Patrice Talon va passer la main à son successeur. Celui-ci mènera, je reste persuadé, une politique qui permettra non pas d'ouvrir, mais de permettre l'expression de l'ensemble des sensibilités de ce pays-là. Adrien Poussou, vous, dans cet ouvrage, quand je préparais l'émission, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous comparez quand même le Bénin à un certain nombre de pays de la sous-région. Tout à fait. Pourquoi cette comparaison? Mais vous venez de le dire, le Bénin n'est pas hors sol, le Bénin n'est pas sur Mars. Le Bénin est dans une région, et une région fragile, une région qui a un certain nombre de défis. Le Bénin est entouré des voisins qui connaissent de nombreuses fragilités.
Et puis, des voisins aussi hostiles. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, mais voyez-vous, lorsque dans un pays voisin, il y a quelques années, un chef d'État a décidé de passer la main à son successeur, je fais partie de ceux qui ont applaudi. Et puis, parce que démocrate, donc je crois aux alternances, ne serait-ce que pour la reddition des comptes. Et puis ce qui s'est passé dans ce pays, que je me refuse de citer, mais c'est un pays voisin du Bénin, a démontré que les alternances mécaniques ne sont pas forcément les solutions au renforcement des institutions et de la démocratie en Afrique. On l'a vu, parce que nous avons, nous autres Africains, une tendance naturelle au désordre. Si aujourd'hui on assiste au retour des caporaux avides de pouvoir, de diamants et de gloire, c'est justement parce que le pouvoir constitue une marche rapide vers l'enrichissement facile, vers l'élévation dans l'échelle sociale. Même lorsqu'un pays coche toutes les bonnes cases, même lorsque des choses fonctionnent normalement dans un pays, il s'en trouvera toujours qui voudront apporter du désordre et déstabiliser leur nation. Dans votre ouvrage, vous voyez à la page 71 une nation transformée. Qu'est-ce qui fait la transformation du Bénin, selon vous? Il suffit de se balader, hein, de circuler dans la ville de Cotonou pour voir les infrastructures qui ont été construites, pour sentir que ce pays-là avance normalement. Mais la plus grande réussite, à mon sens, des autorités depuis 10 ans, c'est d'être parvenu à transformer la mentalité des Béninois. Qu'est-ce qui vous le fait dire, M. Poussou? Aujourd'hui, les Béninois se sentent concernés par le développement de leur pays. Parce que le développement, c'est une décision. Certes, des autorités, de l'exécutif, mais aussi des citoyens. Il faut entraîner ces citoyens-là par un langage de vérité. Et c'est ce qui a été fait. Un langage de vérité a été tenu aux Béninois. Et ces Béninois ont adhéré à la politique qui a été menée dans ce pays depuis les 10 dernières années. Un pays, c'est aussi, en matière de réalisation, les chiffres. Et vous en parlez à la page 70. Tout à fait. Il y a beaucoup de chiffres. En tout cas, il y a des chiffres, de nombreux chiffres qu'on ne va pas tous citer ici. Mais il faut juste prendre un seul, celui de la réduction de la pauvreté. La pauvreté, lorsque le président Talon arrivait au pouvoir dans ce pays, était à 40%. Les Béninois étaient à 40% pauvres. Ce taux de pauvreté a reculé. Le taux de la création de la richesse dans le pays, donc de la croissance du PIB, qui était à 3%, entre 2 et 3% en 2016, a cru jusqu'à 8% aujourd'hui, ce qui permet de mener des politiques publiques pour le développement, voyez-vous, et qui permet également d'emprunter sur les marchés internationaux à des taux compétitifs. En tout cas, ça renforce la crédibilité de la destination Bénin. Voyez-vous, donc, il y a des avancées qu'on passerait toutes les missions à citer. Alors, M. Poussou, quand je regarde votre livre, vous dites merci et vous faites l'éloge de cette gouvernance-là. Et dans votre ouvrage, vous parlez également de la souveraineté nationale qui aurait triomphé. Quels sont les éléments qui vous permettent de faire telle affirmation? Les conditions de la démocratie, c'est la souveraineté. C'est d'avoir conscience qu'il faut avoir la pleine maîtrise de la gestion de son pays. C'est ce qui a été fait depuis 10 ans. Voyez-vous, pour renforcer le Bénin, je l'ai dit, faire en sorte que le Bénin soit respecté du dedans et du dehors. Donc, la souveraineté est
une condition, si ce n'est la condition principale du développement. Voyez-vous, aujourd'hui, le Bénin a une voix qui porte en Afrique, pas que dans la sous-région, mais sur l'ensemble du continent et aussi à l'international. Cela a permis quoi? Cela a permis, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple concret, la restitution des objets d'art qui ont été pillés pendant la période de la colonisation. Si le Bénin n'était pas crédible, si le Bénin n'avait pas une voix qui portait, croyez-moi, ces objets n'allaient pas être restitués, n'allaient pas retrouver leur environnement naturel. Alors, je sais que vous vivez au Bénin, vous côtoyez les Béninois. La preuve, vous êtes là ce matin. Mais Adrien Poussou, est-ce à dire que tout est rose dans le meilleur des mondes et que vous n'avez aucune observation ni aucune suggestion pour les dirigeants béninois pour continuer à mieux travailler, à mieux servir le Bénin? Ce ne serait pas sérieux de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes dans le pays. Voyez-vous, 100 ans après Patrice Talon et, je l'espère, Romuald Ouaddaï, il y aura toujours des améliorations à apporter dans ce pays pour le meilleur, pour des meilleures conditions d'existence, j'allais dire, des Béninois, 100 ans après. Donc, il y a toujours des choses à améliorer. Mais voyez-vous, vous l'avez rappelé au début de cette émission, je ne suis pas centrafricain. Même si je parle de ce qui a marché et aussi de ce qui n'a pas marché au Bénin, je n'ai pas de conseils à donner aux autorités béninoises qui ont déjà identifié les problèmes du Bénin et qui apportent des solutions à ces problèmes-là. Voyez-vous, il y a une vision Bénin 2064 ou 2060, si j'ai bonne mémoire, qui prévoit un certain nombre de réalisations pour encore hisser davantage le Bénin sur un haut pavois. Alors, Adrien Poussou, si vous aviez un mot de la fin, après, que diriez-vous aux Béninois? Merci de m'avoir accueilli dans votre pays, de m'avoir permis de travailler, d'analyser les dynamiques qui marchent dans ce pays. Et puis, il paraît que votre matinale est très suivie, aussi bien ici qu'à l'étranger. Ce n'est pas il paraît, je peux vous le confirmer. Et c'est d'ailleurs justement cette audience qui fait que vous êtes sur notre plateau. Absolument. Oui. Et donc, je suppose que les plus hautes autorités de ce pays nous regardent et que mon dernier mot de fin, qui est une prière en réalité, c'est que je voudrais bien rencontrer le président Talon pour lui dire merci de vive voix. Eh bien, ce sera certainement chose faite, puisque le président Patrice Talon suit cette émission. Il va certainement apporter une réponse. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous recevions pour vous ce matin M. Adrien Poussou, ancien membre du gouvernement centrafricain. La gouvernance du Bénin, ces 10 dernières années, lui ont inspiré ce livre, Merci, où il fait l'éloge de la gouvernance vertueuse qui a transformé le visage du Bénin. Et donc, 10 ans de rupture, 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon, scruté regardé, analysé par un centrafricain, je dirais un compatriote africain, si le mot m'est permis. Absolument. Eh bien voilà, je vous demanderai pourquoi pas de faire un tour dans la librairie et de lire son analyse et peut-être de la compléter ou de nous faire d'autres suggestions. Mesdames, Messieurs, la suggestion que moi je vais vous faire tout de suite, c'est de marquer une petite pause et vous revenez juste après. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus.
ou cuit, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Les épices, alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Courez à la signature. Si quelqu'un va rentrer en bon sens, le coureur, il sait que la route est balisée totalement. Mais ça peut vraiment être pénalité. Vous êtes seul sur votre vélo, vous devez pédaler. Si vous ne pédalez pas, vous faites dépasser. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Retour à plateau pour enclencher sur la deuxième rubrique de cette émission. Voici événement à la une.
Événement à la une, Patrick Diossou, qui en assume la responsabilité, j'ai bien envie de dire, est déjà à mes côtés. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Ce matin, nous allons parler de créativité, nous allons parler de périnatalité, nous allons parler du pape. Oui, le pape François. Voilà. Ça fait 1 an. Le précédent. Le précédent. Ça fait 1 an qu'il est parti. On va parler de lui. Mais on commence déjà par la créativité. Aujourd'hui, c'est le 21 avril, la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée qui permet de promouvoir tout ce qui est créativité, tout ce qui est innovation. On fait un petit tour d'horizon de cette créativité. Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée officielle des Nations Unies, célébrée chaque année le 21 avril, juste avant la journée de la Terre nourricière. L'objectif, rappeler que les idées nouvelles forment le moteur pour faire avancer les anciennes pensées. La créativité est aussi bien pour l'art que pour l'artisanat, tant pour la science que pour la technique, autant pour l'entrepreneuriat que pour l'éducation. Dans un monde qui veut se vendre plus vite, fendre d'anciens problèmes ou pendre d'anciennes équations, c'est tendre de nouvelles solutions, c'est prendre de nouvelles résolutions. C'est les adopter pour s'y adapter. Les adopter pour s'y adapter. Adopter de nouvelles résolutions pour s'y adapter. Et pour pouvoir s'y adapter, on a une personne qui est en train de s'adapter au sol béninois parce qu'elle est ici avec nous, professeur Erika Oliveira. Bonjour. Bonjour, je suis très contente d'être ici avec vous au Bénin pour la première fois. Pour la première fois. Exactement. Pour la première fois au Bénin. Vous êtes venu pour la conférence, une conférence internationale sur la périnatalité. Une conférence qui aura lieu à Cotonou. Donc Cotonou sera la capitale de cette conférence qui aura lieu du 23 au 25 avril 2026. Dites-nous, quels sont les objectifs de cette conférence? Alors, l'objectif, c'est parler du bébé, mais parler aussi de sa maman. Donc, on va parler de la femme enceinte, oui, l'accouchement, les bébés, les premières années de vie. Donc, c'est vraiment ciblé dans ces périodes de la vie où il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Et il faut penser aussi à la santé mentale de la maman et du bébé. La santé mentale de la maman et du bébé. Et cela rejoint un peu ce que vous avez comme intervention. Vous êtes l'une des participantes, je dirais l'une des principales participantes, l'une des principales intervenantes. Dites-nous, votre conférence, votre communication va porter sur quel sujet? Alors, j'ai l'opportunité de parler 3 fois dans cette colloque. Oui, comme ça, je suis là un petit peu à chaque jour, mais je serai là tout le temps pour échanger avec des collègues aussi, les 3 jours, comme on voit là dans l'image. Et moi, les points forts, si on peut dire comme ça, les points forts, c'est savoir qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les bébés. Donc, les méthodologies, comme on vient de voir, l'intelligence artificielle et tout ça, les méthodologies ont beaucoup changé. Oui. Et de plus en plus, nous sommes capables de savoir comment les bébés pensent, qu'est-ce qu'ils savent déjà, par rapport à sa créativité aussi. Oui. Donc, il y a beaucoup de connaissances du siècle du XXe qui aujourd'hui ont fait une mise à jour. Donc, on sait beaucoup plus qu'on savait avant et c'est ça que j'espère transmettre. Oui. Et l'importance de savoir qu'est-ce que c'est les bébés, c'est qui ça va avoir un effet, comment on fait avec les bébés. D'accord. Et de cette façon, on va aussi, dans les 3e jours, parler des prises en charge par rapport à des souffrances psychiques chez les bébés, déjà avant 12 ans, même dans les premières années de vie. Oui, dans les premières années de vie. Cela signifie que vous avez la responsabilité de conduire, je dirais, 3 panels, mais il y aura d'autres personnes, d'autres experts qui vont travailler avec vous. Quel sera le mode d'emploi? Enfin, comment vous allez travailler ensemble pour ces 3 jours de... Ah oui, mais c'est très bien organisé. C'est le docteur Myriam Ebene qui a tout organisé ici sur place, oui, qui a travaillé avec moi à Paris avant. Et elle a très bien organisé. On va faire de façon très dynamique. Il y a des moments de conférence, des moments d'échange, des moments plus pratiques. Donc, vraiment, il faut y aller. Alors, professeur Erika, moi j'ai bien envie de vous demander ceci. Quelle est
l'importance, mais alors véritablement l'importance de penser à la santé du bébé avant même qu'il ne vienne au monde. Parce qu'il est déjà là. On ne commence pas la vie au moment de l'accouchement. On commence avant. Donc, c'est très important d'avoir déjà des bons points de départ. On va dire comme ça. Donc, c'est très important d'avoir, bien sûr, qui est aussi du côté physique, somatique, mais on ne peut pas oublier aussi les côtés psychiques. Il se passe déjà des choses et il faut reconnaître ça pour bien accueillir l'enfant. Durant de vos années d'expérience, professeur Erika, quelle devrait être l'attitude ou les comportements que les parents devraient adopter pour préparer la venue du bébé en tenant compte, en se disant, quand il sera là physiquement, sa santé n'aura pas de souci? Très bonne question. Hein? Moi, je dirais que c'est reconnaître qu'on va connaître quelqu'un. Un bébé arrive, on ne le connaît pas. Il arrive, on va se connaître un et l'autre, la maman, les papas et les bébés. Donc, moi, je dirais que c'est très important déjà de parler au bébé, de raconter les choses qui se passent, mais encore plus, je pense qu'être à l'écoute du bébé. Parce que les bébés aussi, ils nous parlent. Ils ne parlent pas encore avec des mots, mais ils nous parlent déjà. Donc, être à l'écoute, c'est voir qu'est-ce qu'il me parle avec son regard, ses mouvements, son cri, les pleurs. Donc, c'est être... Pour résumer, si je dis une phrase, c'est vraiment avoir cette possibilité d'être à l'écoute du bébé. Alors, quand une fois le bébé arrive et qu'on est tout content de l'accueillir dans la famille, les premières semaines, les premiers mois, quels devraient être les signes qui pourraient alerter les parents, juste à l'observation d'abord, sur une éventuelle mauvaise santé de l'enfant? Si on va choisir un signe, moi je dirais des bébés trop sages. Ça existe, des bébés qui dorment tout le temps et on dit mais on merveille là, il dort. Mais un bébé, il arrive avec les désirs d'échanger avec nous. Il nous demande, moi j'étais hier dans les consultations, dès la salle d'attente, les bébés nous cherchent, ils nous appellent. Donc un bébé en bonne santé mentale, c'est un bébé qui vient vers l'autre. Donc, si on est un peu inquiet, ne nous demande pas beaucoup, plutôt demander l'avis d'un professionnel. D'accord. Alors, au cours de cette conférence, vous mettrez vos ressources à la disposition des conférenciers ou des participants, je vais dire. Après, quel est l'objectif final? Qu'est-ce qu'ils gagnent en participant à cette conférence? Alors, un participant, il va accéder à des nouvelles conceptions autour de la périnatalité qu'il faut, encore que c'est tout nouveau. Hein. Moi, j'aime bien transmettre, voyager dans d'autres pays pour transmettre cette façon de regarder les bébés. Et ça change totalement la façon qu'on va travailler avec les bébés. Donc, moi, je dirais que les participants qui sont là à la fin de cette semaine, à partir d'aujourd'hui, lundi prochain, ne vont pas travailler de la même façon face à un bébé. Pour certaines personnes, la périnatalité apparaît comme une notion nouvelle, au point d'y consacrer une conférence. Alors, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait ventiler la culture un peu partout de la périnatalité afin non seulement de prendre soin de la femme enceinte, mais aussi de préparer et de soutenir l'enfant qui naît? Mais je pense que c'est donner cette place au bébé. On imagine que les choses se passent après que le bébé commence à parler quelques mots. Et ce n'est pas vrai. Au moment qu'il parle quelques mots, il a déjà fait un grand travail dans sa tête pour arriver jusque-là. Donc, il y a besoin, par exemple, s'il est né ici, à Cotonou, à Paris, à São Paulo, à Pékin, il va, vers 12 mois, parler des mots de cette langue, là où il est arrivé. Donc, imaginez-vous la quantité de travail du bébé, parce que nous, on essaie d'apprendre d'autres langues. Moi, je fais l'effort pour les fonds, je n'ai pas encore réussi. Mais on a toujours une comparaison. Donc, on va dire, mais si on parle comme ça, en anglais, en français, en italien, et les bébés, il n'y a pas une première langue, il est en train de tout construire. Donc, vraiment, les premières années de vie du bébé, c'est une année de beaucoup de travail.
beaucoup de travail. Alors, merci madame, merci professeur. Alors, lorsqu'on se retrouve avec des experts qui sont autour d'une thématique, il y a certainement des résultats qui vont sortir de tout cet ensemble. Est-ce qu'il y a à moyen court, moyen et long terme, une association qui va naître ou quelque chose? Qu'est-ce qui va apparaître après cette rencontre-là? Oui, en fait, ces rencontres, il vient déjà fêter tout le travail qui est en train de se faire ici, sur place. Et il y a la nouvelle association qui est aussi créée pour un groupe autour des docteurs Mihem et Béné, qui s'appelle SMP. Et on a aussi envisagé des échanges pour la suite. Donc, je suis très contente d'arriver avant. Donc, je suis au Bénin depuis dimanche, au travail déjà à l'hôpital depuis hier, et j'ai rencontré des professionnels merveilleux avec une ouverture pour l'échanger. Et moi, j'espère que ça continue et c'est ça qu'on va créer vraiment des possibilités d'échange, de travailler ensemble. Oui. Eh bien, ça va être une énorme opportunité pour le secteur, vraiment d'acquérir ou bien de compléter les connaissances en la matière. Alors, professeur Erika, si vous avez un mot de fin pour conclure cet entretien avec vous, que diriez-vous? Alors, je dirais que je suis très contente aussi d'apprendre avec vous. Donc, c'est incroyable la journée que je suis passée hier et je pense que ça va continuer. J'espère que ça va continuer et qu'on va avoir des jours vraiment d'échange et que j'espère que les 3 jours aussi aux conférences, on va avoir des très bonnes possibilités d'échanger, de faire ensemble et de continuer pour la suite. Merci à vous et on vous souhaite un excellent séjour au Bénin. Et vous savez, ici, c'est chez vous. Hein. Revenez quand vous voulez. Merci, madame. Avec plaisir. Allez. Alors, Patrick Jossou, vous parliez donc en introduction du pape François qui s'en est allé il y a un an. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Oui, le pape François est parti il y a un an. Un an après, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce pape? Il y a un petit élément qui va en parler, mais on retient déjà que le pape François, c'est un pape de la solidarité, un pape qui a recréé en nous l'idée qu'on ne doit pas rester dans un simple couloir de circulation et qu'il y a l'interreligiosité. On suit cet élément. Le pape François est décédé le 21 avril 2025, lundi de Pâques, à 7h35 au Vatican. Depuis, c'est le pape Léon XIV qui lui a succédé. Jorge Mario Bergoglio. Son nom à l'état civil, 266e pape de l'Église catholique, pontificat du 13 mars 2013 au 21 avril 2025, soit un peu plus de 12 ans. Origine, Buenos Aires, en Argentine. Particularité, premier pape jésuite, premier pape originaire d'Amérique latine, premier pape à choisir le nom de François en référence à Saint François d'Assise, mais il refusa le titre de François Ier par humilité. Simple, humble et direct, il a engagé une profonde réforme de la curie pour la rendre plus missionnaire, a promu la synodalité, a dénoncé le cléricalisme et a donné plus de responsabilités aux femmes et aux laïcs. Une pastorale de la miséricorde, une défense des migrants, une justice sociale, une solidarité plus accrue, un respect de la création avec l'encyclique sur l'écologie, un dialogue interreligieux. Comme voyage marquant, il est le premier pape à aller en Irak, en Corse et dans des terres jamais visitées par un souverain pontife. Un an après son décès, le pape Léon XIV est désormais en fonction et effectue une tournée en Afrique en ce mois d'avril 2026. Le pape François, 266e successeur de Saint-Pierre. Eh bien, le pape François, c'est vrai, il est parti il y a un an, Patrick, mais c'est vrai qu'il a quand même laissé un impact, un héritage pour la communauté catholique, pour ne pas dire le monde entier. Oui, un héritage pour le monde entier, parce que c'est le pape qui a voulu montrer que il ne faut pas se dire religieux et rester simplement dans son cocon,
il faut aller vers les autres. Il dit que le prêtre ne doit pas rester simplement prêtre et dans son, enfin, je dirais, dans les quatre murs de l'Église ou bien dans son univers à lui tout seul. Il doit aller vers les fidèles, il doit partir pour continuer l'évangélisation. Et l'évangélisation, ce n'est pas simplement parler de ce qui est du Christ, mais c'est accrocher, s'approcher pour voir ce que l'autre fait, ce que l'autre a comme force, ce que l'autre peut apporter comme force, comme puissance ou comme énergie, et voir si on peut l'aider à grandir. Donc, vous savez, Saint François d'Assise, c'est celui-là, le saint des pauvres. Donc, le pape François a voulu être le pape qui s'approche des pauvres. Justement, et puis le pape François, quand il vivait, lors de son règne, il a fait preuve d'ouverture. C'est lui qui allait vers les autres. On l'a vu dans ce combat de défense des migrants, par exemple. Oui, défense des migrants. Il a commencé par... la première visite, c'est à Lampedusa, vous savez. L'île qui accueille les migrants. L'île qui accueille les migrants. Sa première visite, c'est à cet endroit-là. Il a montré que les migrants, ce ne sont pas des personnes à rejeter. Ce ne sont pas des personnes qui sont à nettoyer de la surface de la terre comme cela se faisait ou comme cela continue de se faire. Il faut quand même qu'on le dise. Mais il a montré que quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc il faut les accueillir. Il faut comprendre pourquoi ils bougent d'un endroit pour un autre. Pourquoi ils considèrent que là où ils viennent, c'est un Eldorado. Il ne s'agit pas de les chasser comme des pestiférés, comme des malpropres. Il s'agit de les accueillir et de comprendre pourquoi ils viennent et d'aider à leur trouver quelque chose qui puisse rassurer leurs pensées. Ils cherchent un refuge, ils cherchent un endroit où pouvoir se reposer. Mais accueillez-les d'abord, avant de savoir... Et puis après, vous discutez. Oui, vous discutez. Donc, c'est ce pape-là qui a montré qu'il est utile de discuter, il est utile de s'accommoder avec tout ce qui est autour de soi. Il ne faut pas rester, je le redis, enfermé dans son cocon. C'est le pape qui a voulu aussi qu'on puisse être dans l'interreligiosité. Il est allé en Irak. Il a pu... s'approcher de l'islam, il a eu des paroles qui ont rassuré ceux qui sont islamisants, ceux qui sont musulmans. Il les a rassurés que Allah, c'est le même Dieu. Il les a rassurés que ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse considérer qu'il y a un Dieu unique dans le ciel et que ce Dieu dirige le monde. Et dans ce cas, il n'y a plus à se séparer, à dire je suis de telle religion, je suis de telle obédience religieuse. Il faut faire preuve d'amour. Voilà. Merci Patrick Diossou. Eh bien, vous avez ravivé en nous les souvenirs laissés par le pape François qui s'en est allé il y a exactement un an. Ce qui est sûr, que le Seigneur continue de veiller, de lui accorder le repos éternel. Oui, amen. Merci Patrick Diossou. Oui. On se retrouve demain. Oui, demain. Pour d'autres événements, toujours à la une. Oui, allez. Avec le même engouement. Tout à fait. Merci Patrick Diossou. On va accueillir cette fois-ci Ghislaine Bamidele Adimi. C'est elle qui va nous faire la rubrique qui va suivre. Voici Portrait. Et déjà à mes côtés, Ghislaine Bamidele Adimi, bonjour. Bonjour Ali. Comment ça va? On peut dire que vous avez tellement les portraits que vous... Ah oui, j'aime les portraits. Aujourd'hui, on va parler réussite. N'est-ce pas? Oui, on va parler réussite, tourner vers les jeunes déscolarisés. Tout à fait. Comment ça va? Ça va super bien. Mais écoute, en disant merci à vous, parce que ce n'est pas facile de se réveiller tous les matins. Bon, merci à nous. On a fini par être habitués. Alors, ce matin, Ghislaine, vous avez effectivement décidé de parler des jeunes déscolarisés. C'est vrai que la vie, parfois, mesdames, messieurs, ne nous fait pas de cadeaux. Et il faut se battre. Et parfois, sur le chemin de l'école, certains n'arrivent pas à continuer la marche
ils laissent tomber, est-ce que c'est parce qu'ils ont laissé tomber qu'ils ne sont plus des citoyens ou citoyennes à part entière? Est-ce que c'est parce qu'ils ont laissé tomber que leur avenir est sombre totalement? Non, il faudra penser à des solutions. Et c'est ces solutions-là, vous en parlez ce matin. Exactement. Nous allons planter le décor des enjeux de la professionnalisation des jeunes déscolarisés et aussi des défis liés à cela. Il faut reconnaître que le gouvernement béninois a quand même déjà mis beaucoup de dispositifs en place pour accompagner d'ailleurs les jeunes, ceux qui veulent reprendre l'école, ceux qui veulent s'inscrire. Aujourd'hui, aller à l'école au Bénin, ceux qui veulent apprendre un métier et les accompagner jusqu'à avoir réellement une profession. Mais est-ce que tout le peuple comprend que c'est les enjeux liés à la professionnalisation réelle pour avoir un bon métier? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce que tout le monde est informé des processus en cours et mis en œuvre par l'État et aussi par les structures privées d'accompagnement? Ce n'est pas évident et c'est pour cela que nous avons essayé de nous rapprocher des personnes qui s'occupent de cela. Nous sommes tombés fortuitement sur une très belle dame. Ah oui, les téléspectateurs ne nous diront pas le contraire. Exactement. D'accord. Une très belle dame, Madame Christiane Boupoué Adovelandi. Elle ressemble à qui, à votre avis? Je sais déjà de qui vous voulez parler. À la présidente de l'INF. Voilà, justement. Voilà. Quand l'autre se bat pour la cause des femmes, elle se bat aussi pour la cause des jeunes, mais aussi des femmes. Aujourd'hui, on va parler des jeunes en général. Madame Christiane Boupoué Adovelandi est consultante en développement. Bonjour, Madame Christiane. Bonjour, Madame Ghislaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'opportunité de pouvoir parler aujourd'hui des jeunes déscolarisés. Madame Adovelandi, merci d'être présente et bienvenue chez vous. Merci. À votre avis, comment se portent les jeunes aujourd'hui? Bon, je parlerai peut-être un peu plus des jeunes filles. Parce que c'est vis-à-vis d'elles que je me suis plus ou moins engagée. C'est un engagement personnel. Ah oui. Parce que, il est vrai, cette question dont nous allons parler, elle est à la fois sociale et économique et aussi de l'ordre de l'éducation. Et quand on regarde la société et qu'on n'est pas indifférent aux questions de développement, chacun prend le problème par le côté qui est le plus facile. Ouais. Et donc, moi, ayant eu l'opportunité d'être ambassadrice en Chine et ayant toujours voulu aider les jeunes dames, j'avais vraiment accès à des petits fonds qui, selon moi, pouvaient aider les jeunes dames dans mon pays. Et c'est comme ça que j'ai eu l'opportunité d'organiser, même en n'étant pas sur le terrain, des petites formations à l'endroit des jeunes filles déscolarisées. Des formations dans le domaine, par exemple, de l'utilisation des perles pour réaliser des objets d'art, des bijoux et des choses comme ça. Et aussi, dans le domaine de la transformation du soja, par exemple, du soja en fromage de soja, pour ne mentionner que ces deux petites activités. Et en fait, la question est importante parce que quand ces filles-là quittent les bancs de l'école, elles se retrouvent dans une situation, elles sont complètement démunies. Parce que généralement, c'est parce que leurs parents n'ont pas eu les moyens de leur payer des études qu'elles se sont retrouvées souvent à la maison. Et parce que aussi, elles ne sont pas encouragées à poursuivre leurs études. Parfois, c'est parce qu'elles ont eu une grossesse précoce dans des conditions qui n'étaient pas... Elles n'étaient pas préparées. Il n'y avait pas une relation spéciale entre les personnes qui les ont mises enceintes et elles. Donc, il n'y a pas de projet de mariage. Il n'y a pas de prise de responsabilité. Il n'y a pas de prise de responsabilité, ainsi de suite. Donc, elles sont à la maison. En même temps, il faut vivre et les parents n'ont pas toujours les moyens. Alors, pour éviter que ces filles-là ne se retrouvent dans la prostitution ou à la merci de n'importe quel prédateur, je dirais, dans la société, ces petits métiers-là peuvent les aider à devenir autonomes. Pas totalement, mais en tout cas à gagner de l'argent et à déjà donner un sens à leur quotidien. Et puis, essayer de régler la question de la professionnalisation des jeunes déscolarisés, c'est en même temps travailler à bâtir un tissu non seulement social, mais aussi économique au sein de notre société.
L'autre aspect de la chose, c'est que ces filles-là peuvent, en fait, même à un niveau un peu bas, elles peuvent positivement influencer beaucoup de choses dans la société. Oui. Parfois, par le petit business qu'elles font, par leurs activités, elles deviennent des leaders de communauté, des personnes à qui on peut confier parfois la mission de faire passer un message, d'influencer leur environnement. Donc, voilà un peu, moi, les fardeaux personnellement que j'ai et qui m'ont amené à m'intéresser un peu à la situation de ces jeunes filles-là. Mais quand vous parlez de petits business, c'est des petits business qui deviennent de grosses entreprises. Il faut parfois, le souligner, en fait. Quand elles sont soutenues, et c'est là le souci aussi, parce qu'elles n'ont pas accès au crédit. Alors, généralement, c'est là où la société civile vient pour jouer son rôle. Les ONG, les associations qui s'intéressent à elles peuvent maintenant prendre les devants et négocier peut-être auprès du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et de la microfinance, des microcrédits à leur endroit. Ou alors, comme moi je le faisais, chercher un peu partout des petits fonds, de petits financements pour pouvoir organiser des formations à l'endroit de ces jeunes filles-là. Alors, quand on parle de jeunes déscolarisés, est-ce forcément ceux qui ont quitté l'école ou ceux qui n'ont pas du tout mis pied aussi à l'école? On peut les mettre tous dans ce même vocable. Il faut dire que moi, je mettais un peu tout le monde dans le même secteur. Même panier, voilà. Parce que, en fait, je m'intéressais même plus à celles qui ne sont pratiquement pas allées à l'école. Voilà. Parce qu'elles sont vraiment limitées. Au moins, ceux qui sont allés à l'école jusqu'à un certain niveau, je le dis en pensant également aux jeunes hommes, bien sûr, c'est facile de les réorienter. Et nous avons l'éducation professionnelle dans notre pays. Mais justement, j'allais dire que cette éducation professionnelle n'est pas à la portée de tout le monde. Puisqu'il faut un minimum d'éducation pour pouvoir fréquenter une école professionnelle. Il faut une base. Il faut une base, un minimum d'instruction. Donc, ces filles-là, généralement, s'investissent dans les métiers comme la couture, la coiffure. De plus en plus, on entend parler de maquillage. C'est un métier qui se développe de nos jours. Aujourd'hui, elles appellent ça le make-up. Le make-up, exactement. Elles utilisent directement le mot anglais, make-up, make-up. Donc, c'est ça. Ça les intéresse beaucoup. Et je les comprends parce qu'en fait, c'est là où elles vont trouver leur compte. C'est-à-dire, aujourd'hui, les jeunes dames, quand elles vont à un événement, ont le réflexe, comme elles le faisaient avant, d'aller se faire maquiller. Ce n'est plus seulement la coiffure, mais on se fait maquiller et donc elles développent des opportunités. Elles sont à côté des coiffeuses pour pouvoir faire ce maquillage. Mais moi, je pense qu'au-delà de ces métiers classiques dans lesquels ces filles-là sont confinées, on peut développer d'autres choses. On peut développer des filières de transformation agroalimentaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans notre société. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de mets, matières premières en tout cas, qui sont restés à l'état traditionnels et qui ont besoin d'être améliorés, d'être réinventés. Voilà. Pour avoir vécu un peu dans la société chinoise, j'étais vraiment épatée par la manière dont ils peuvent prendre juste un produit basique comme l'arachide, comme le maïs et le transformer et le décliner en tellement de sous-dérivés que franchement, tu ne croirais pas que c'est de cette simple matière première qu'ils sont partis. Alors, Madame Adovelandé, avec toute votre expérience avec ces jeunes, quels sont aujourd'hui, à votre avis, les véritables enjeux de la professionnalisation des jeunes déscolarisés? Oui, moi, je lisais le programme de société du président élu, Romuald Wadani. Et j'étais très contente de voir que, quelque part, en ce qui concerne l'éducation professionnelle, il a parlé de réorienter les métiers dans un plan bien établi. Et il a fait référence à des écoles professionnelles qui existent déjà
il y a même un nombre précis, je crois. Le projet, c'est de développer 12 écoles professionnelles au profit des jeunes filles déscolarisées. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est que ces jeunes filles qui, aujourd'hui, sont comme inutiles au sein de la société, peuvent être transformées en des opérateurs économiques, avec juste un peu d'accompagnement. C'est vrai, on peut, voilà, un financement, et puis quand même les encourager à poursuivre leur éducation. Déjà, aujourd'hui, le business se fait sur TikTok. Et tout le monde arrive à manipuler le téléphone. Ça veut dire que même quand les gens ne sont pas beaucoup allés à l'école, ils ne sont pas stupides. Ils savent quand même qu'il faut filmer son produit, exactement. demander aux gens de venir acheter. Je suis très étonnée de voir des bonnes femmes du marché manipuler leur téléphone, faire leur post, et sans forcément l'appui économique et technique de qui que ce soit. Donc, il y a des petites choses que nous devons développer au sein de la société pour qu'elles ne soient pas juste des personnes perdues, mais qu'il y ait une prise de responsabilité de l'État pour les prendre en main à tous les niveaux où elles sont et trouver les formules adaptées, les stratégies qu'il faut pour les amener à devenir de véritables agents économiques au sein de la société. Madame Adovel-Andé, vous avez sorti le mot tout à l'heure. Vous avez dit que vous avez l'impression que dans la société en général, ces jeunes filles déscolarisées deviennent en griffe inutiles. Alors, quel travail faudra-t-il faire pour que, au plan social, nous sachions, nous Béninois, sachions que cette catégorie de compatriotes a besoin d'être soutenue pour changer de mentalité envers eux? D'accord. Je vais te donner un exemple banal. Généralement, ces filles-là deviennent directement des employés de maison. Et je suis toujours étonnée de la manière dont nous, les femmes, nous les maltraitons. C'est une Franchement, catégorie de personnes dont les gens vont te dire qu'on ne peut pas payer plus de 20 000 francs à une jeune femme qui travaille dans une maison. Et on met un plafond comme ça de façon arbitraire. Ce n'est pas bon. Si nous voulons vraiment aider nos sœurs... Parfois même, elles ne mangent pas. Exactement. Elles sont maltraitées. Une humaine, automatiquement, on leur colle l'étiquette de celles qui viennent dans la maison pour voler le mari. Mais en même temps, vous avez besoin d'elles. Donc, mettez-les à l'aise. Soutenez-les sincèrement. En fait, c'est une question de responsabilité sociale. Mais c'est là que se pose aussi la question de la professionnalisation. Parce que ces métiers d'aide ménagère on a besoin aussi des gens qui sont bien formés. Exactement. Et quand elles sont bien formées, je suis sûre qu'elles sauront comment encadrées, réclamer leurs droits. C'est vrai. Et être mieux traitées aussi. C'est vrai. Et il y a de plus en plus d'entreprises privées qui les forment maintenant et les mettent sur le marché du travail. Exigent qu'on leur paye au moins le SMIC et parfois bien au-delà. Et assurent, par exemple, leur remplacement quand elles sont défaillantes. Mais ces entreprises-là, je trouve que ne s'investissent pas suffisamment dans leur éducation. Parce que quel que soit d'où tu les prends, quand elles viennent chez toi, elles sont toujours à l'état brut. Et tu dois les former. Et c'est là c'est aussi une sorte d'investissement également. C'est un investissement. Exactement. Clairement, et c'est ce que les bonnes dames refusent. Je ne peux pas l'éduquer, lui donner une éducation. Et parfois aussi, dès qu'elles savent faire quelque chose aussi, elles veulent partir. C'est ça, ça arrive. Elles vont faire valoir leur savoir-faire ailleurs. Elles vont te dire qu'elles veulent aller travailler chez les Blancs. Donc, c'est souvent ça. Donc, elles viennent apprendre chez toi. En fait, il y a le grade, donc il faut aller faire valoir ses compétences ailleurs. Elles viennent apprendre chez toi. Voilà. Tu les nourris. Tu les habilles. Et quand elles ont tu gères leurs problèmes familiaux. Voilà. Et c'est vraiment... Et à la fin, remercier à mon Parfois, elles restent. Quand elles sont vraiment bien accueillies dans une famille, elles restent. J'ai vu des cas où elles sont restées dans des familles jusqu'au mariage. Oui, ça c'est une question. C'est quand cette personne est très bien éduquée à la base. Oui, mais on va revenir sur le sujet. C'est ces problèmes qui, moi, me font penser réellement à la réorientation de la professionnalisation. Il faut forcément créer des cadres pour former ces jeunes déscolarisés avant de les mettre au service c'est ça. Il faut les enjeux sont aussi à ce niveau, si je ne me trompe, Madame Adovel-Andé. Oui. C'est-à-dire, moi, je pense que l'État devrait
en dehors de l'éducation professionnelle, formelle, développer des centres peut-être à un niveau délocalisé dans les quartiers, au niveau même au niveau des communes, des préfectures, ainsi de suite. Bref. Je pense comme ce qui se faisait avant, les bases d'appui, les centres de jeunes, les maisons du peuple dans les quartiers, où on fait l'alphabétisation des mamans qui n'ont pas été à l'école et tout. Donc, dans le domaine de l'artisanat, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup se fait déjà. Il y a beaucoup de centres qui sont à des niveaux... Enfin, les gens peuvent quand même accéder à ces centres-là sans dépenser une fortune et faire former les jeunes à des métiers de l'artisanat. Et il y en a tellement qui peuvent être développés. La poterie, mais l'autre chose, pardon, Madame Adovel-Andé, quand vous faites cette politique de professionnalisation de ces jeunes, quand vous les encouragez à apprendre un métier et à s'installer, comment est-ce que, quel lobby mettre en place pour que les autorités les aident aussi à écouler les produits? Ah, ça c'est vrai, c'est une autre question. C'est vrai que je ne me suis pas encore engagée dans cet aspect-là de la chose, à pas, comment dire, recommander ces jeunes dames-là à mes amis, à mon cercle social immédiat, parce qu'elles savent faire des choses, elles peuvent... elles développent des produits qui sont utiles, que nous utilisons au quotidien. Donc, c'est vrai, il faut développer un lobbying par rapport à ces filles-là. Et il faut aller justement, et ça c'est le rôle de la société civile, aller vers les structures étatiques, et écrire des projets, développer des activités qui peuvent inclure les besoins de ces filles-là et leur ouvrir des portes. C'est vrai qu'il y a des foires et des choses comme ça qui s'organisent dans notre pays, mais parfois les moyens pour rien que louer un stand dans ces foires-là sont franchement un peu trop élevés. Parce que déjà même ton fonds de commerce est limité. Et donc, quand tu dois payer trop cher juste pour avoir l'opportunité d'exposer tes produits pendant une semaine... Sûre et certaine de rentabiliser la location du stand de notre... Oui, c'est clair. Chacun doit trouver son compte. Donc, il faut simplement s'asseoir et développer de véritables stratégies comment dire, pour aider. Il y a forcément l'aspect social. Donc, c'est vraiment quelque chose qui relève du ministère des Affaires sociales. Et j'espère que de gros efforts seront faits. En tout cas, on le voit déjà dans les plans et j'espère que ça va être effectif. Mais je dis toujours que la société civile a un grand rôle à jouer dans ces choses. Eh oui. Eh bien, Madame Adovel-Andé, en quelques minutes, vous allez essayer de nous dire aujourd'hui, de votre position, vu tous les enjeux dont nous avons parlé, toute l'importance que revêt cette professionnalisation des jeunes déscolarisés. Quels sont les véritables défis que chacun de son côté, et la société civile, et l'État, et même ces jeunes déscolarisés intéressés doivent... Madame Adovel-Andé va en profiter pour placer son mot de fin aussi. De façon très brève, on est à court de temps. Bon, défi. D'abord, au niveau même des apprenantes, il faut qu'on les encourage à être plus ambitieuses et à aller justement vers des métiers qui paraissaient jusqu'ici, qui leur paraissaient fermés. Je dis, il y a de plus en plus quand même, je vois des jeunes filles oser aller vers la mécanique, vers la plomberie, faire des métiers qui paraissaient réservés aux hommes jusqu'ici. C'est déjà une très bonne chose, mais nous devons les y encourager. Donc là, il y a un travail d'ouverture de la mentalité à faire. Il faut qu'elles comprennent que ces métiers ne sont pas seulement réservés aux hommes, nous pouvons nous y engager aussi. C'est très important. Ensuite, et il faut que la société civile, comme je le dis, prenne ce travail-là à bras le corps et aille négocier auprès des autorités, auprès des structures étatiques compétentes, des projets, aider à l'élaboration de stratégies et de
de stratégie, de politique de formation, voilà, spécialisée sur la question. En fait, c'est ça, c'est de s'asseoir pour régler ce problème spécifique qu'est la professionnalisation des filles et des jeunes gens déscolarisés. Le message aura été direct et je pense que ce message est passé. Si vous êtes jeune et que vous nous avez suivis en ce moment, sachez qu'il y a tellement d'opportunités d'apprendre et de se professionnaliser. C'est cela, Nadimi? Oui, ce sera tout. Vous avez résumé tout. Merci d'avoir ouvert cette lucarne-là. De toute façon, on reviendra avec Madame Adovel sur d'autres thématiques, toujours relatives aux jeunes et aux femmes, puisqu'elle est très intéressée aux questions de femmes et nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir reçu sur ce plateau. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir. Et comme nous le disons toujours à nos invités, Madame Adovel, ici c'est chez vous. Merci. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, nous allons marquer une pause pour vous revenir. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajouter à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposer des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN.
Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Retour en plateau, mesdames, messieurs, pour parler de votre santé. Elle nous est chère et on ne passera jamais déçu. Voici Instant Santé pour installer Christelle Tongodo. Ce matin, Christelle Tongodo a choisi, mesdames, messieurs, et surtout, messieurs, de parler des troubles urinaires chez vous. Christelle, non, bonjour. Aujourd'hui, on ne parle pas des troubles urinaires, vous êtes en avance sur le temps. Mais c'est ce que j'ai pu voir. Non, du tout, ça, c'est pour demain. C'est pour demain. Il va falloir patienter demain. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mal plutôt insolite. Est-ce que je parlerai de mal? Il s'agit du déni de grossesse. Ah. C'est un mal, ça? Qui se retrouvent enceintes, parfois même à terme. C'est le sujet, j'allais dire, est motivé par un témoignage que j'ai vu comme ça sur les réseaux sociaux en scrollant. On va suivre et je vais voir si ça va produire pour vous le même effet que ça a eu sur moi. D'accord. J'avais 22 ans et un matin de juin, je me suis réveillée en ayant un mal de ventre intersidéral. Et je vais chez le médecin traitant, mon médecin généraliste, qui me dit que je fais une grosse gastro, me donne des médicaments liés à la gastro, qui apaisent un petit moment ces maux de ventre et tout ce qui se passe quand on a une gastro, parce que j'avais tous ces symptômes-là. Je fais ma petite sieste et je suis réveillée de manière fulgurante vers les alentours de 16h. Et j'en peux plus. Je ne tiens plus, je décide d'aller aux urgences et quand je suis en train d'attendre, je dis à la personne de l'accueil des urgences, je n'en peux plus madame, il y a quelque chose qui pousse. Et elle me dit qui pousse, mais vous venez pourquoi? Je lui ai dit la gastro à la base. Tout s'est enchaîné vite, je me vois retrouvée dans une salle, je sens que ça pousse, je veux retirer mes vêtements, je m'assois, j'écarte les jambes et là elle me dit mais vous êtes en train d'accoucher. Pardon? Je vous assure que moi, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est je vais décevoir ma mère. Alors, il faut savoir aussi que pendant 8 mois, moi, j'ai pas eu de symptômes liés à une grossesse. Je suis étudiante, j'habite chez ma mère, j'avais mes règles à heure fixe. Je prenais la pilule à ce moment-là. J'ai pas eu de changement physique. J'ai pu faire ce que fait une jeune fille de 22 ans de mon époque. J'ai rien ressenti. J'ai pas eu des seins qui gonflent, voilà. Après, si j'ai eu ce type de symptômes, ça allait avec les symptômes de règles et je m'en suis pas rendu compte. Ça a été hyper violent, je pense que je suis montée très haut, je suis redescendue très bas. Ça a été les montagnes russes. J'ai été anesthésiée, en vrai, dans mes émotions. J'étais là, mais j'étais pas là. J'ai l'impression d'être sortie de mon corps et de me regarder et de me dire ok, c'est chaud, meuf. C'est pas un déni de 2-3 mois, c'est vraiment un déni à terme, quasiment. Donc, t'es pas capable de détecter ça. Alors là... C'est beaucoup d'informations à la fois. On peut encore admettre ne pas connaître les symptômes dès les 3 premiers mois, mais porter une grossesse à terme sans le savoir. Il y a un véritable problème là. Comment est-ce que c'est possible, docteur? Tout à fait, cela est tout à fait possible. Déjà, il faut que je présente l'invité. Je rappelle que nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Olivier Sambeni. Vous êtes médecin, gynécologue, obstétricien. Oui. Voilà. Merci bien, Madame Christelle. Oui. C'est un phénomène qui choque tout de suite, mais qui est réel et qui n'était pas du tout connu. Mais avec le temps, on se rend compte que c'est quand même une pathologie qui existe. Et effectivement, dans ce cas, tel que le témoignage l'a montré, c'est des patientes qui sont porteuses d'une grossesse et chez qui la grossesse va être découverte peut-être au cours de la grossesse à un thème avancé, parfois à l'accouchement. Dans la plupart des cas, c'est souvent à l'accouchement que la grossesse est découverte. Donc c'est un choc émotionnel pour la patiente elle-même et pour son entourage. C'est ça, et la Mais dame comment est-ce que ça s'entend? C'est quand même curieux, non, docteur? Parce que dans les cas classiques de grossesse, on a des symptômes dès le premier trimestre chez certaines femmes. Et là, elle n'en a pas eu du tout. Ça paraît insolite. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mécanisme inconscient qui se met en place, qui fait que la grossesse, elle est physique, mais sur le plan psychique, la grossesse n'est pas acceptée. L'organisme ne reconnaît pas qu'il y a une grossesse qui évolue. Et du coup, les symptômes liés à la grossesse sont très minimisés, de telle sorte que la femme ne ressent parfois rien. Parfois, il n'y a même pas le gonflement du ventre. Et le ventre est tout à fait
paraît normal. Si bien que ça n'inquiète pas la patiente, il n'y a pas de signe d'alerte qui lui montre qu'il y a quand même quelque chose d'anormal pour laquelle elle va suspecter une grossesse. C'est quand même fou, un bébé qui prend place dans l'utérus et qui grandit, qui va avoir un âge avant de naître. Comment est-ce possible que le ventre ne pousse pas? Les mécanismes psychiques inconscients vont entraîner un blocage de toute réaction ou de tout signe qui accompagne la grossesse. C'est ainsi qu'elle ne va pas avoir de nausées, ou bien même si elle a des nausées, des vomissements, ça va être vraiment très minime, de telle sorte qu'elle ne se rend pas compte qu'il y a une grossesse habituelle. Donc, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres troubles du corps qui sont associés à ce type de grossesse-là? Des troubles Oui, des troubles. Je veux dire, on peut confondre des symptômes de grossesse à des troubles du corps? En temps normal, on ne devrait pas confondre les symptômes de grossesse avec d'autres troubles du corps, parce que les symptômes de grossesse sont vraiment palpables et très francs. Et ici, elle va confondre ces troubles-là parfois à une gastro-entérite ou comme elle a dit, oui. Un petit malaise abdominal et c'est tout, ça s'arrête là. Après, les douleurs s'arrêtent et bon, elle continue sa vie comme si de rien n'était. Il y a certaines d'entre elles qui vont dire qu'elles ont même des menstrues pendant la grossesse. Normalement. Donc, alors que ce ne sont pas des menstrues, parfois ce sont des saignements sur grossesse, mais qui sont considérés par la femme comme des menstrues. Mais est-ce qu'un enfant qui naît dans ces conditions-là ne présente pas de troubles inquiétants? Oui, c'est vrai. Parce que vous savez qu'il faut normalement faire un suivi de grossesse. Et dans le suivi de grossesse, on va faire le dépistage des facteurs de risque qui peuvent influencer le bon développement du bébé. Et donc, ce bébé-là qui naît dans ces conditions n'est pas passé par tous ces dépistages-là. Donc, il peut naître avec des anomalies, comme il peut naître avec des malformations. Il peut naître prématuré parce qu'on n'a pas du tout planifié sa grossesse. Donc, c'est des enfants qui sont quand même à risque. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, c'est des enfants qui naissent à terme, qui se portent bien, bon, et chez qui on ne retrouve pas d'anomalie. Alors, si je vous comprends très bien, le déni de grossesse, c'est un phénomène qui s'explique surtout par un cerveau qui se bloque, qui refuse d'accepter une grossesse. Exactement, c'est ça? C'est bien cela. Le cerveau refuse de reconnaître qu'il y a une grossesse qui évolue. En fait, elle n'est même pas consciente, c'est pas qu'elle choisit de ne pas reconnaître la grossesse parce qu'il y a la différence entre le déni de grossesse et la dissimulation de grossesse. Dans la dissimulation de grossesse, la femme, elle est bien consciente qu'elle est enceinte, mais elle ne veut pas que son entourage se rende compte qu'elle a une grossesse. Là, elle met elle-même des mécanismes en place pour masquer sa grossesse. Ça, c'est bien différent. Dans le déni de grossesse, elle n'est pas du tout consciente qu'elle est enceinte, donc elle vit une vie normale et le cerveau bloque tout signe apparent qui accompagne une grossesse. Mais est-ce qu'il y a des profils de femmes plus exposées à faire ce type de grossesse-là? Bon, les études ont montré qu'il n'y a pas un profil particulier de femmes parce que, quelle que soit la race, quel que soit le statut socio-professionnel, toutes ces catégories de femmes sont intéressées parfois par le déni de grossesse. Donc, on se retrouve avec des patientes universitaires, comme des patientes qui ne sont pas lettrées, mais qui font aussi le déni de grossesse. Donc, il n'y a pas eu un profil typique de femmes qui sont exposées au déni de grossesse. Donc, quand on fait un déni de grossesse, on peut vaquer à ses occupations, travailler, aller au sport, faire toute activité sans aucune crainte. C'est des femmes. Et il y a plusieurs cas. Moi, j'ai connu un cas en France et un cas aussi ici à Cotonou. Le premier cas en France, je suis de Gade. La sage-femme m'appelle pour me dire on reçoit des urgences générales, une dame, apparemment elle est enceinte, elle vient de découvrir sa grossesse. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, est-ce que tu peux descendre parce que là, moi, je ne comprends rien. Donc je descends et qu'est-ce qui se passe? Elle arrive à l'hôpital pour des douleurs abdominales qui devenaient de plus en plus intenses. Et le médecin généraliste, il fait un premier bilan dans lequel il demande quand même un test de grossesse, de principe. Le test revient positif. Alors, il demande à la patiente, mais madame, vous êtes enceinte? Elle dit, non, je ne suis pas enceinte. Mais à partir du moment où il lui dit, les résultats confirment que vous êtes enceinte, du coup, le ventre se met à pousser. Mais donc, dans les 30 minutes, elle voit son ventre apparaître et elle prend la morphologie d'une femme enceinte en travail. Automatiquement. Dans ce cas, est-ce que ce phénomène ne veut pas avoir des conséquences et sur la femme, et sur son mari, et sur le couple? Bien sûr. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, vous n'entendez pas un enfant et puis vous ramenez un enfant à la maison. Voilà, justement, c'est une situation dans laquelle la femme se sent victimisée parce que personne ne la comprend. Et tout le monde pense qu'elle est en train de mentir, qu'elle a choisi de dissimuler la grossesse, qu'elle n'est pas honnête, alors qu'elle-même, elle vit déjà un choc. Et dans un deuxième temps, elle vit le choc de son entourage qui
qui ne croit pas du tout à ce qu'elle est en train de vivre. Donc ça devient un doux choc qui la plonge dans une dépression. Et c'est vraiment terrible ce qui se passe. Ici, en milieu africain, Anne Griff dit que c'est mystique. On ne comprend pas comment ça peut se passer. Mais c'est des pathologies qui existent réellement et la femme, elle est tout à fait inconsciente de ce phénomène. Mais ça dit que la femme, elle ne perçoit pas les mouvements de l'enfant dans le ventre. Oui, elle va percevoir certains mouvements. Ces mouvements-là sont minimisés. Donc, elle a l'impression, telle qu'on a parfois une petite douleur dans le ventre, elle peut sentir ce genre de mouvement, mais pas plus que ça. Wow. Et ça peut arriver même chez des femmes qui ont déjà eu des grossesses, donc qui savent très bien comment ça se passe. Elles ont déjà ressenti une fois les mouvements d'un bébé dans le ventre, mais là, dans le cas d'espèces, elles ne ressentent quasiment rien. Ça n'a rien à voir avec l'expérience. Non, ça n'a rien à voir avec l'expérience. Alors, dans la plupart des cas, comment le déni de grossesse est-il découvert? Dans la plupart des cas, il est découvert à l'accouchement, tel que le témoignage l'a montré. C'est des femmes qui vont venir à l'hôpital pour un motif ou un autre. Et au cours de l'examen, on va se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. Et souvent, c'est le travail d'accouchement qui annonce, qui présente des signes, qui motive la patiente à devoir venir à l'hôpital parce que là, elle sent quand même un malaise, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps. Et elle va à l'hôpital et pendant cet examen de base-là, on se découvre qu'elle est enceinte, qu'elle est généralement en travail d'accouchement. Et elle accouche dans les heures qui suivent. Est-ce que c'est possible, comme dans la plupart des pathologies, de prévenir quand même le déni de grossesse? Oui, c'est bien possible de le prévenir parce que vous savez qu'il y a un trouble psychologique derrière. Et derrière le trouble psychologique, parfois, il y a des traumatismes que les femmes ont déjà vécu, des séquelles qui font que son bien-être mental n'est pas assez stable. Et si bien que ça la met dans une situation de fragilité, où elle est plus exposée à développer ce genre de pathologie-là. Donc c'est possible. La prévention, bon, il faut avoir une bonne santé mentale. Ça, c'est vraiment important. C'est essentiellement ça. Il faut se préparer à toute éventualité, comme on le dit. Tout à fait. Et préparer son conjoint également, parce que ce n'est pas facile de porter ce genre d'informations. Ah oui, le conjoint, tout de suite, il peut penser que non, la grossesse n'est même peut-être pas de lui. Et que la femme a voulu camoufler la grossesse. Donc, ça peut déstabiliser vraiment un couple. D'accord. Alors, pour finir, on va voir quelques conseils à l'endroit de ces femmes-là qui nous suivent et qui peut-être vivent cette situation en ce moment. Bon, celles-là qui vivent cette situation-là, en donnant des conseils, elles ne sont pas encore conscientes du phénomène. Mais elles ne savent même pas si nous sommes en train de faire cette émission, elles ne savent même pas si elles sont enceintes ou pas. Elles ne savent pas. Je vais peut-être repréciser la question. Celles qui ont découvert qu'elles ont un bébé dans le ventre et qui viennent d'accoucher après un déni de grossesse. Oui, celles-là, c'est déjà de se rendre compte que ce qu'elles ont vécu n'est pas une situation mystique, c'est quelque chose de réel qui existe. Et c'est beaucoup plus à l'entourage qu'il faut donner des conseils parce que c'est l'entourage qui ne les accompagne pas suffisamment pour leur rétablissement. Donc elles ont vraiment besoin d'un soutien psychologique assez important pour leur permettre de revenir dans la réalité, de ne pas se sentir isolé, de se sentir en griffe, accusé de vol, de mensonge, de dissimulation, alors qu'elles-mêmes, elles vivent déjà une situation de stress assez profonde. Donc, à l'entourage, quand ça arrive, il faut vraiment prendre son mal en patience, ne pas tout de suite aller en besoin vers des accusations, mais accompagner psychologiquement l'intéressé, ça va lui permettre de pouvoir se remettre. Ce sera bien pour sa propre santé et pour le bien-être du bébé qui est né, parce qu'elle peut aussi rejeter le bébé, elle ne se reconnaît pas encore mère, donc elle a vraiment besoin d'un soutien psychologique très important. Merci beaucoup, Dr Olivier Sombeni. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue obstétricien et avec vous, on parlait du déni de grossesse. Alain, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour parler des hommes. J'espère que demain, il n'y aura pas de déni. Non, il n'y aura pas. On va parler des troubles urinaires. Allez. Merci. Allez, merci beaucoup, Christelle. On vous souhaite une bonne journée. Merci, docteur, d'être passé par ici. Merci, monsieur Alain. Est-ce que vous savez que ici, c'est chez vous? Ah oui. Revenez comme vous voulez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va faire place au sport. Oui, les sports vont s'installer sur l'émission. Voici ce qui installe Bruno Soali.
Quel plaisir de vous retrouver sur la matinale. Plaisir partagé, Alain Sochoumen. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui suivent, bonjour le Bénin. Alors, les U20, les Amazones U20 se préparent pour la Coupe du Monde, vous nous dites. Exactement, c'est un tournant décisif pour les Amazones U20 du Bénin qui ont fait une belle route jusque-là en éliminant au deuxième tour la Guinée, en éliminant au troisième tour la féroce équipe d'Égypte. Et là, il y a un quatrième et dernier tour, encore 2 fois 90 minutes pour se retrouver en Pologne au mois de septembre. Et ces filles qui sont en regroupement depuis hier lundi du côté de Lomé et travaillent de façon acharnée pour préparer les 2 rencontres face à la Côte d'Ivoire, adversaire donc du Bénin. Le premier match aura lieu le 2 mai au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe et le match retour aura lieu au stade Kégué de Lomé le 10 mai. Alors, comment est-ce que l'équipe est constituée? Comment est-ce que le groupe est constitué? Quel est l'état d'esprit des joueuses en ce moment, Bruno Soali? Globalement, c'est une équipe, on va dire, des habitués, de celles-là qui ont fait la route, on va dire. Mais vous savez, en catégorie d'âge, ça change très vite parce que vous pouvez passer en 2025 et 2026 de moins de 20 ans à 20 ans ou plus de 20 ans. Donc, il y a juste un petit réaménagement. Mais globalement, ce sont les mêmes joueuses. D'abord, des joueuses locales de notre championnat qui ont fait cette belle route-là face à la Guinée, face à l'Égypte, je le rappelais, avec des joueuses très habituées. Il y en a qui ont disputé récemment la double confrontation face au Burkina avec les U17, donc qui sont surclassés chez les U20 à cause de leur talent, notamment Emion Lokosso, Romain Gandonou, qui est la machine à but, comme on l'appelle, Ismat Mamankouta. Donc un certain nombre de joueuses qui ont évolué récemment avec le Burkina Faso, qui sont très en forme. Il y en a qui sont des habitués également et qui reviennent de la Tunisie également pour avoir pris part à la trêve internationale aux côtés donc de la sélection A. Vous comprenez donc tout l'intérêt. Et en plus de cela, maintenant, il y a des joueuses qui évoluent hors du territoire national. Elles sont 4 qui sont encore attendues à Lomé, notamment Naïla Tsadikou qui va venir de Fribourg en Allemagne. Il y a également Ozan Soukou qui va honorer sa première convocation chez les A, elle qui évolue hors du territoire également. Sans oublier Germaine Onfort qui est une habituée. Elle évolue à la une du côté donc du Maroc, sans oublier également Joël Padonou qui a récemment signé en prêt avec Monguemo Stars et du côté de la Sierra Leone. Alors Bruno Soali, dites-nous quelles sont les chances, les chances de qualification à la Coupe du Monde FIFA de moins de 20 ans de notre pays? Les chances vont être basées beaucoup plus sur les forces de cette équipe. Comme je l'ai dit, c'est une équipe qui se connaît bien, une bande de copines, si je peux le dire ainsi. C'est une équipe qui a montré de la régularité dans son parcours en battant en aller-retour la Guinée et en battant en aller-retour également l'Égypte. Donc, pas de match nul dans le parcours, que des victoires. Donc, c'est une équipe qui a montré du caractère. C'est une équipe qui a montré vraiment qu'elle avait une âme, notamment face à la Guinée où elle a encaissé le premier but avant finalement de plier 5 buts à 1 au match aller. Donc c'est une équipe qui va jouer avec ses valeurs, c'est une équipe qui est très bien connue par le staff et surtout l'avantage de cette équipe U20 du Bénin, c'est que beaucoup de joueuses sont transversales. Il y en a qui évoluent avec les U17, qui évoluent avec les U20, qui évoluent avec l'équipe senior, donc qui connaissent pratiquement tous les paliers, tous les niveaux de la compétition, à l'exception peut-être d'une Coupe d'Afrique des Nations, mais qui ont affronté de grandes nations de football telles que le Nigeria, 10 fois champion d'Afrique chez les dames. Eh bien, on va donc croiser les bras pendant qu'elles sont en train de croiser les crampons et prier pour que notre pays gagne. Alors, il y en a qui pratiquent la boxe. On va donc parler de la boxe. Il y a des Béninois qui pratiquent ce sport, mais avec très peu de moyens, Bruno Soali. Voilà, si au foot, on va faire la transition, il y a beaucoup de moyens, parfois un peu trop même pour certains. C'est qu'il y a d'autres disciplines comme la boxe où on pratique ce noble art. Pourtant, c'est le noble art, mais avec très peu de moyens. Donc, il faut beaucoup de passion pour entrer dans une discipline où vous avez très peu de moyens, très peu de ring, très peu de, on va dire quoi, de matériel, d'attention même si vous le voulez. Oui. Ainsi, donc il faut vraiment aimer la discipline pour pouvoir la pratiquer. Et c'est Hugues Issou-Zounon qui nous en parle ce matin. On va découvrir ce reportage. Je fais la boxe depuis bientôt 21 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, en toute honnêteté, ça ne m'a rien apporté de concret. Tout simplement, je suis accro de la boxe. Sans grands moyens, mais avec une détermination inébranlable, il monte sur le ring avec une seule idée en tête, progresser. Ici, chaque coup porté raconte une histoire de courage, de discipline et de dépassement de soi. Les enchaînements sont rapides, les esquives précises et l'envie de s'améliorer se lit dans chaque regard.
Ah, Agla, ici, dans cette académie de boxe professionnelle, les coups sont d'une violence inouïe à chaque séance d'entraînement. Je me suis essayé à l'exercice de shadow et de sac pour mieux comprendre les coups que reçoivent les boxeurs. La boxe est leur vie, la boxe est leur carrière. C'est à ce prix, dans la sueur et les sacrifices, qu'ils espèrent hisser le niveau à celui de la sous-région. Je suis international, combattant de plusieurs disciplines, et maintenant que je participe à ce genre d'événement, de rencontres entre les plus grands champions, je pense que c'est vraiment une des meilleures idées qu'il y a eu pour vraiment faire la promotion et également garder le haut niveau des boxeurs béninois. Et le but, c'est vrai qu'il y a une certaine rivalité entre clubs, oui, mais après, le but, c'est de vraiment travailler pour le pays. Cette belle initiative prend vie et rassemble des passionnés autour d'une même flamme. Le ring devient un véritable lieu d'expression où talent brut et ambition se révèlent, combat après combat. Pourtant, la boxe professionnelle au Bénin traverse une période difficile, faute de partenaires et de sponsors. Elle peine à retrouver tout son éclat et à offrir aux athlètes les opportunités qu'ils méritent. Le Bénin a enregistré près de 6 défaites de façon consécutive au niveau des boxeurs professionnels. Aujourd'hui, le constat est que la boxe professionnelle, à la limite, elle est morte de sa plus belle mort parce qu'il n'y a plus d'événements. Les amoureux du noble art gardent néanmoins espoir. Ils rêvent de revivre des combats de référence comme à l'âge d'or des années 90 et au début des années 2000, où la passion, le spectacle et la ferveur faisaient vibrer tout un public. Eh oui, mon cher Bruno Soali, qu'est-ce qu'on aurait aimé retrouver la boxe au plan national, vraiment retrouver ces lettres de noblesse. Exactement, comme Hugues l'a dit, à son âge d'or, cette boxe-là qui nous a fait rêver avec de grands boxeurs tels que Soweto, cette époque-là où il y avait de grands combats de boxe, où les gens avaient du plaisir à aller autour d'un ring pour suivre des combats de boxe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas forcément, le Bénin n'abrite plus des compétitions, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de boxeurs d'un certain calibre. Je ne néglige pas ceux-là qui se donnent au quotidien pour pouvoir rehausser le niveau du Bénin au niveau de la boxe, mais on n'a plus de boxeurs de niveau de Soweto, de niveau de tous ceux-là qui ont, on va dire, fait rêver le Bénin en matière de boxe. Donc, et quand il n'y a pas de grands boxeurs, c'est difficile d'avoir des combats de boxe. Donc, très peu de boxeurs professionnels à l'international ne s'intéressent pas à votre pays pour venir y livrer des combats de boxe. On a vu avec le MMA, comme c'est toujours des sports de combat, où de plus en plus, il y a de l'engouement, il y a des compétitions qui s'organisent à Cotonou. Il y a de grands pratiquants du MMA qui acceptent de venir à Cotonou livrer des combats de boxe. Mais je sais qu'il y a un travail qui se fait et que cette passion, ce courage qu'affichent les acteurs de la boxe, ça va finir par payer. Oui, mais la fédération, on pourrait se demander ce qu'elle fait. Non, il existe bel et bien une fédération béninoise de boxe, non? Oui, il existe une fédération, mais je pense qu'elle traverse une période de reconstruction, j'ai envie de dire, une période de reconstruction en essayant quand même de trouver des formations à des boxeurs et en leur faisant participer à des compétitions internationales. Allez, on retrouve le football encore, mais cette fois-ci à l'international, où le Bayern Munich redevient champion d'Allemagne. Redevient champion d'Allemagne, c'est presque une habitude pour le club bavarois qui est devenu dimanche dernier, pour la 35e fois de son histoire, champion d'Allemagne en battant Stuttgart 4 buts à une partie. Il y a eu un dernier but pour Stuttgart, 4-2, mais ça n'a pas empêché donc à cette équipe, cette belle équipe du Bayern Munich de remporter son 35e titre de l'histoire et cette belle génération. Et surtout, cette saison, le Bayern Munich qui a battu tous les records en termes de buts marqués. C'est plus de 160 buts actuellement. Jamais ça n'a été réalisé par un effectif. Va disputer la demi-finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain après avoir éliminé le grand Real Madrid. Eh bien, on pourrait affirmer tout simplement que le Bayern Munich est cette légende qui continue d'écrire son histoire. Face au Paris Saint-Germain, qui est aussi un grandissime favori d'ailleurs de l'épreuve. Allez, Bruno Soali, merci de nous avoir présenté donc les sports de ce matin. On se retrouve demain. Voilà, merci à vous. Allez, mesdames, messieurs, le dernier acte, la dernière marche, on va la franchir avec Marcella Rossi. Voici la revue de presse.
Mon cher Marcel Arrossi, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à tous. Que disent les journaux ce matin? Ce matin, la presse béninoise se concentre sur deux dynamiques majeures, la transition politique à venir et la réorganisation des équilibres institutionnels. L'emblème du jour met en avant le 24 mai l'heure de Romuald Wadagni. Le journal annonce une étape décisive avec l'investiture prochaine de Romuald Wadagni, une cérémonie qui marquera à la fois la continuité de l'État et l'ouverture d'un nouveau cycle politique selon le quotidien qui insiste également sur les attentes, la formation du premier gouvernement par exemple, les premières orientations et la capacité du nouveau président à répondre aux enjeux économiques, sociaux et de cohésion nationale. Matin Libre analyse le nouveau décret sur l'ordre de préséance en République du Bénin. Le journal explique les changements introduits, notamment la place désormais accordée au président du Sénat qui passe devant celui de l'Assemblée nationale. À travers une lecture comparative, Matin Libre souligne l'installation progressive du bicaméralisme et l'apparition de nouvelles figures institutionnelles liées à la transition, comme le président élu ou le vice-président élu avant leur entrée en fonction. C'est-à-dire que là où nous sommes actuellement, la première autorité du pays est le chef de l'État, Patrice Talon. La deuxième autorité du pays est le président élu, Romuald Wadagni. À travers donc cette étude comparative, Matin Libre souligne l'installation progressive du bicaméralisme. Fraternité apporte un éclairage avec l'analyse du constitutionnaliste Gilles Badé. Le journal justifie cette nouvelle hiérarchie par la logique des systèmes bicaméraux où la Chambre haute occupe souvent une position protocolaire supérieure. Il précise toutefois que cette primauté reste limitée au cadre des cérémonies officielles et ne remet pas en cause l'équilibre des pouvoirs dans le fonctionnement de l'État en République du Bénin. Ainsi va la presse ce matin. Merci à vous, mon cher Marcel. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Stop et fin du numéro 148 de cette saison de votre émission Bonjour le Bénin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. On se donne rendez-vous demain, mais restez toujours fidèles au programme de Bénin TV car le meilleur, c'est ici.